Bienvenue à l'Apéro RH. On est vraiment très heureux de te retrouver pour une nouvelle saison avec 10 épisodes, les plus intéressantes les unes que les autres. Cette émission est co-présentée par l'agence marketing Wavency et la SDC District Central. Bonne écoute! Cheers! Allô Jean-Philippe, super Bonjour. contente de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. Avec plaisir, merci. Écoute, d'entrée de jeu, là, j'aimerais ça que tu commences peut-être juste par te présenter Fauve aussi, pour que les gens puissent se situer un petit peu avec ce qu'on va parler aujourd'hui, qui est un sujet qui est quand même une bonne spécialité là aussi à l'interne chez Fauve. Absolument. Premièrement, Jean-Philippe Holiday. Tout le monde m'appelle JP. OK. À la base, en fait, ontarien. Alors, mes excuses pour l'audience québécoise. Mais je suis à Montréal depuis 2016, en chasse de tête depuis maintenant 7 ans. J'ai commencé dans un cabinet de chasse exécutive, un des gros noms à l'international, pour ensuite me rejoindre à l'équipe Fauve il y a maintenant 5 ans. Et puis Fauve, en fait, on est spécialisé en chasse de tête de cadre, des rôles de gestion, de direction, vice-présidence aussi, à la fois pour les PME, les moyennes, les grandes entreprises et de plus en plus aussi pour les OBNL et les municipalités du Québec. Juste pour le petit résumé. Excellent. Puis justement, là, aujourd'hui, on parle de comment attirer vos postes cadres, des bonnes pratiques en 2023. Je sais, juste pour précision, si c'est pas juste ce type de poste-là que vous faites à l'interne, on va précisément parler de ça aujourd'hui, mais d'autres types de postes, je pense que tu mentionnais d'entrée de jeu, direction, fait que tous les postes, dans le fond, toute direction et en haut, qu'on pourrait dire un petit peu si on parle d'échelle salariale. Oui, direction et en haut, mais surtout des rôles qui ont des notions assez importantes en ce qui concerne la stratégie, d'emmener une entreprise ailleurs, un poste, une fonction ailleurs. C'est vraiment notre niche. Parfait, excellent. Puis là, bon, c'est quand même des postes qui sont une industrie qui est très compétitive dans le sens qu'il n'y a pas l'industrie des ressources humaines, entre autres, mais tout ce qui est les postes que vous venez, en fait, faire de la chasse de tête pour. En ce moment, il y a plein de nouvelles stratégies, les réseaux sociaux, les technologies aussi qui embarquent avec ça. C'est quoi en ce moment, vous direz, le must là, que vous utilisez plus ou les types de stratégies qui fonctionnent bien pour aller attirer ces types de postes-là? C'est super intéressant. À la base, c'est sûr que l'image de marque, l'apparence d'une entreprise, de bien paraître en 2023, bientôt 2024, c'est vraiment la base. C'est sûr et certain. Surtout en ce qui concerne le recrutement à volume. Alors, être en acquisition de talent, en ressources humaines, en entreprise, il faut vraiment soigner sa marque employeur. Je te dirais par contre, en chasse de tête, quand on parle à des candidatures qui sont très passives, ça commence d'abord et avant tout avec la recherche. Se renseigner sur une entreprise, sur un secteur, quelles sont les tendances, les meilleures pratiques pour pouvoir accrocher, en fait, la candidature qui est assurément pas à la recherche. Alors, il faut identifier, en fait, c'est quoi le USP, le Unique Selling Proposition en bon français, du rôle de l'entreprise et pouvoir, en fait, communiquer cette vision-là à une candidature passive qui est sensiblement bien en poste. Ça ressemble beaucoup à du marketing, là, dans le fond. Là, oui, chasse de tête, c'est très, très similaire. Là, c'est de la vente. Exactement. Puis explique-moi un peu, c'est justement le parcours, par exemple, qu'il y a des entreprises qui nous écoutent, des gens RH qui aimeraient justement faire appel à votre entreprise directement pour les aider dans le recrutement. Ça se passe comment, l'expérience entreprise? Pas l'expérience candidat, mais vraiment l'expérience entreprise. C'est une excellente question. En fait, c'est sûr qu'on fait de la prospection. On a une excellente équipe en développement des affaires. Mais pour ce qui est des leads entrants, pour le monde qui veulent se renseigner sur nos services, ils peuvent prendre contact avec moi, une équipe en vente, en fait, n'importe qui chez Fauve, on travaille très bien ensemble, mais ça commence toujours par la prise de besoin pour nous. Et c'est vraiment de prendre un petit moment, même une heure et demie, avec le client prospect, comprendre le besoin, comprendre le contexte et d'entrée de jeu, essayer de comprendre si on peut les aider. Ce qu'il faut vraiment faire, et il faut faire très attention, c'est cette confiance 100% qu'on peut bien desservir le client, qu'on connaît le marché, qu'on s'y connaît et qu'on peut livrer la solution en fin de compte. Alors, on veut surtout, d'entrée de jeu, être certain qu'on a la bonne solution, qu'on peut bien collaborer ensemble. Mais à la suite... un fit, là, dans le fond. Non, exactement, comme n'importe quelle relation personnelle ou une relation d'affaires, il faut y avoir un fit. Mais si on décide de travailler ensemble, c'est la prise de besoin, c'est de comprendre le contexte. Nous, on rédige un beau petit document de prise de besoin pour s'assurer qu'on parle le même langage, qu'on parle des mêmes modalités, que le succès est défini, en fait, pareillement, autant côté client et candidat et Fauve, et de définir, bien sûr, le roadmap du projet ensemble.
Puis comment ça se passe par rapport au fait que justement Fauve a son entité, Ouais. l'entreprise a son entité avec sa marque Ouais. employeur? Comment vous faites bien transparaître ça au candidat quand c'est Fauve qui approche le candidat pour une autre entité qui a sa propre marque employeur? Oui, c'est une excellente question. C'est sûr qu'en étant consultant, on emmène une certaine objectivité. Alors, vu le fait qu'on a la chance de côtoyer beaucoup de business différentes, on peut en fait aider nos clients à en fait mettre de valeur peut-être des plus-values qu'ils n'ont peut-être pas forcément vues dans leur offre. Alors, il y a ce point-là. Mais encore, pour nous, au-delà de la marque employeur, ce qui est important, c'est plus de vendre encore le USP du poste. Ce que tu vas être emmené à faire, le futur que tu vas créer pour l'entreprise, pour les cadres, pour les directeurs, en fait. On ne vend pas forcément la réalité actuelle de la business. On vend quasi toujours le futur de l'entreprise et ton rôle dans ce futur-là. Est-ce que tu penses que c'est propre au type de poste, justement, tu sais, le fait que c'est des postes plus stratégiques, c'est quelque chose qui va peut-être plus attirer le type de candidat, ou tu penses que c'est juste vraiment la plupart des êtres humains qui sont faits comme ça? C'est une très bonne question. J'ai pas forcément la réponse. La réponse est toujours « it depends Ouais. ». Mais je dirais que, si tu veux mon avis, c'est surtout c'est en fonction de l'être humain, là. Parce qu'il y a des personnes qui vont être dans des rôles de fonction professionnelle ou est-ce qu'ils n'ont pas de gestion à faire, qui vont vouloir créer un meilleur futur pour l'entreprise et pour tout le monde, autant qu'ils vont en avoir en direction, en vice-présidence, qui sont bien corrects avec le status quo. C'est pertinent de savoir ça. Puis, Ouais. tu sais, justement, l'image de marque, comment vous faites pour la mesurer? Tu sais, mettons, je fais un exemple, puis il y a une entreprise qui veut faire du recrutement, mais vous voyez que l'image de marque, là, elle aurait besoin d'un bon petit coup de pinceau là, pour l'améliorer. Comment vous mesurez les pertes que vous pouvez avoir, vous, de votre côté, dans les candidats qui est reliée à leur image de marque? Au bout de la ligne, vous ne la travaillez pas, cette image de marque-là, de votre côté? Bien, à moins que je me trompe, là, mais... Non, c'est une très bonne question. En même temps, en effet, on se posait la question l'autre jour. Il faut être authentique à notre marque de commerce, notre employer brand. Il ne faut pas vendre ce qu'on n'est pas au marché de travail parce que, veux pas, oui, il y a des employés potentiels qui vont vouloir une entreprise qui est B Corp, qui a une belle machine à café, qui a des vacances illimitées, mais il y a aussi, surprenamment, beaucoup de monde qui sont bien corrects avec une entreprise conservatrice, qui vont faire du travail sur place avec des cubicules pour qu'ils puissent se concentrer. En fait, il faut soigner sa marque, mais il faut rester authentique à qui on est comme entreprise. Sinon, on met dans le piège l'employé potentiel. Il y a beaucoup de ça, c'est ça sur le marché en ce moment que Ouais. j'entends, c'est que les candidats, souvent, ben ils se font comme oversell quelque Ouais. chose, désolé pour l'anglicisme, mais puis après ça, ben ils sont un petit peu déçus par rapport à ce qu'ils vivent en réalité, surtout dans des marchés qui sont très compétitifs, Ouais. versus des fois de faire l'inverse puis de créer des surprises. J'imagine que ça a un impact super positif sur le candidat parce qu'il arrive dans une entreprise puis s'attendait pas à ce que ça soit exactement comme qu'il l'avait prévu ou imaginé. Hein. Non, exactement. Et c'est pour cette raison qu'on voit un taux de roulement quand même non négligeable des fois de nouveaux employés qui quittent après quelques mois parce qu'ils n'ont pas livré forcément sur les promesses qui ont été faites. Ouais. Puis comment se passe votre cycle de recrutement en tant qu'agence? Ben non, pas agence, excuse-moi. D'entrée de jeu, on s'en parlait. Film Donc, de chasse de tête, c'est oui. ça, exactement. Donc, comment se passe le cycle de recrutement? Parce que c'est beaucoup plus long, on pourrait dire, que d'autres types de postes qui sont, par exemple, on pourrait dire poste d'entrée, école bleue ou peu importe. Là. Ouais. Donc, le processus est très long. Là. Oui, le processus est relativement long. C'est sûr que ça dépend du poste, de l'emplacement, du contexte. On met difficilement un timeline très précis sur les mandats. Ça dépend toujours. Du temps de l'année, par exemple, ça peut changer le timeline. Mais nous, en fait, ce qu'on promet à nos clients, c'est de livrer le meilleur résultat possible tout en donnant un due diligence complet. C'est-à-dire plusieurs étapes en entrevue, les tests psychométriques, les vérifications, les références. Il faut que non seulement nous, qui fait une recommandation avec une garantie d'1 an, mais que notre client se sent mis en confiance par la candidature. Alors, ce qu'on dit toujours à nos clients qui nous demandent la question quasi à tous les semaines, ça prendra le temps que ça prend. Si vous avez besoin de quelqu'un pour hier, on n'est peut-être pas l'organisation pour vous. Ou fournir quelqu'un qui ne fit pas bien avec le poste. Exactement. C'est pas ça votre but, dans le fond. En fait, c'est dans l'intérêt de personne. Non, c'est ça, Mhm. effectivement. Puis justement, la garantie d'1 an, parlons-en, Ouais. c'est aussi quelque chose qui est très propre en ce moment, qui est beaucoup sur toutes les lèvres, dans le sens que Ouais. les gens sont comme, mais il arrive quoi si le candidat il s'en va après 2 mois? Des fois, ils n'ont plus de nouvelles de l'entreprise avec laquelle ils travaillaient, qui les a aidés. Comment ça se passe de votre côté, votre promesse à ce niveau-là?
Bon, notre promesse, en fait, c'est une garantie sans faille d'1 an. Même en cas de force majeure, c'est déjà arrivé qu'il y a eu un décès de la famille, on a fallu déménager quelque part, on remplace la candidature, sans question. En fait, je pense que c'est jamais arrivé on a renié sur cette promesse-là. C'est très ferme dans nos contrats. C'est bon, c'est bon. Des fois, il faut le faire, là, et ça fait certainement mal de faire un redo, ce qu'on appelle, mais il faut le faire. Puis vous avez, j'imagine, aussi à compétitionner contre des entreprises américaines un petit peu sur le type de poste. Le côté salaire, il y a quand même une bonne différence. On s'entend souvent, dans plusieurs cas, entre ce que les compagnies américaines offrent versus, c'est quand même en technologie, par exemple. Comment vous faites pour venir pallier à ça de votre côté? C'est une bonne question. C'est sûr que nous, on a un rôle d'éducation à jouer auprès de nos clients, même que souvent, nos clients des entreprises canadiennes vont nous demander de l'aide pour trouver le meilleur talent possible pour dénicher le marché américain. Alors, ça veut dire que nous, on contacte du monde aux US, on mappe le marché, point de vue salarial, ça ressemble quoi à la base, la rémunération variable, les avantages qu'il pourrait y avoir. Alors, nous, en fait, on est un bon outil pour s'assurer qu'on est compétitif sur le marché. C'est sûr que, et c'est pas une science exacte, les entreprises canadiennes ont tendance à donner un meilleur équilibre travail-famille à leurs employés. Alors ça, c'est certainement une plus-value. Par exemple, les Canadiens ont beaucoup plus de vacances que nos cousins américains. Je pense en moyenne, ils en prennent 8 jours par année là-bas. Ouais. Alors, il faut essayer de trouver les leviers qui sont parfois au-delà de l'argent. C'est excessivement important, surtout pour les talents qui sont en forte demande aux États-Unis. Puis le côté, justement, si je regarde quelques personnes que je connais qui se font beaucoup, beaucoup approcher par la chasse de tête, il y a quand même beaucoup de similarités entre les approches. Oui. Je pense à des messages sur LinkedIn, à n'en plus finir, oui. Lâche pas le morceau et tout ça. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour vous démarquer, mettons, de ce qui se passe un peu chez vos voisins compétiteurs? C'est une excellente question et c'est sûr que c'est pas toujours facile. En fait, la première des choses, tout bon chasseur de tête va prendre le temps de réviser le profil, de comprendre en fait le parcours et justement d'aller sonder c'est quoi ce levier possible-là. Il faut qu'il y ait une plus-value, que ce soit de travailler pour une entreprise qui a une meilleure solution, une entreprise qui va offrir des meilleures conditions salariales, même une entreprise qui va offrir une meilleure réconciliation travail-famille. Il faut pouvoir mettre ces avantages-là de l'avant, d'entrée de jeu. Et en fait, si l'avantage n'est pas là, il faut aussi savoir dire, tu sais quoi, monsieur ou madame candidat, c'est pas pour toi. Merci pour ton temps, merci pour ta considération. On se revoit une prochaine fois. Oui. As-tu l'impression que, là, je te prends au piège un peu avec une question, mais as-tu l'impression que les mots chasse de tête ont une connotation un petit peu plus négative dans le domaine qu'avant? C'est une bonne question. Je te prends au début. Non, mais en fait, c'est une question qui revient souvent au bureau. Pourtant, vous êtes dans le sens que si les gens font appel à vous, c'est parce que vous êtes primordial sur le marché dans un sens. Oui, en fait, on a toutes des définitions différentes pour les mêmes mots dans la société en général. Là. Pour moi, la chasse de tête, en fait, c'est d'être ciblé, c'est d'être concis, c'est de trouver la plus-value pour la personne et d'assurer un win-win pour toutes les parties prenantes. Tandis que pour moi, en tout cas, et je ne veux pas dénigrer ce que font les ressources humaines, les recruteurs, pour moi, c'est souvent propice à des recrutements en volume, où est-ce qu'on va essayer de trouver un plus gros nombre de personnes vis-à-vis de la chasse de tête, ou est-ce que c'est souvent une personne pour une demande très précise. Mais pour moi, c'est pas péjoratif. Mais je peux comprendre comment ça peut l'être pour d'autres. Mais là, dis-moi si je me trompe sur le rôle de chacun de l'entreprise. Puis, mais j'ai l'impression que de votre côté, ce qui est le plus-value aussi, c'est le fait que les gens RH, j'ai souvent des discussions avec des gens RH qui me disaient, j'ai l'impression que là, il faut que je sois un spécialiste dans tous les plateformes de réseaux sociaux. Je deviens un spécialiste marketing, un spécialiste en tout ce qui est juridique. Fait que beaucoup de branches différentes du RH. Ça a tout le temps été. Mais là, c'est là encore plus avec l'ajout des réseaux sociaux. Puis j'ai l'impression qu'en chasse de tête, vous avez peut-être le temps, entre guillemets, les compétences plus fortes en termes de vente, en termes de marketing. Puis en ce moment, ben, c'est ça, c'est une compétition. Malheureusement, il faut aller piger un petit peu chez le voisin dans certains candidats. Donc, vous avez un avantage à ce niveau-là, non? En fait, à la base, ce qu'on vend, c'est sûr, c'est nos réseaux, nos compétences, les personnes sur l'équipe, mais on a le temps
Chez nous, en fait, on travaille 5-6 mandats à la fois. Alors, j'ai énormément de latitude pour bien faire les choses, pour bien mener un mandat. Tandis que dans d'autres contextes, même à l'interne, c'est souvent 15, 20, 30, 40 mandats. C'est un contexte qui est complètement différent. Sans me dévoiler tous vos secrets, là, y en a-t-il des petites pratiques, des approches qui fonctionnent bien, que vous avez testé dans les dernières années? C'est une bonne question. En fait, tout avant tout, on veut s'assurer que la personne ouvre le email, ouvre le in-mail. C'est souvent intéressant d'avoir un objet qui est un peu vague. Souvent, et on joue un peu là-dessus au bureau, là, quelque chose d'aussi simple que prise de contact. Ça fonctionne pour avoir des emails d'ouvert, mais à la suite, il faut rentrer rapidement dans le vif du sujet. On met de côté le hey, « Salut, ça va? Comment ça va? J'espère que tu vas bien. » C'est directement dans la vente, en fait. Voici le mandat. Voici pourquoi je te contacte. Voici la plus-value pour toi et ta carrière. On peut-tu jaser ça? Puis comment tu sais sur quel, mettons, sur quel piton peser dans le sens de conciliation travail-famille, salaire? Est-ce que vous avez étudié le type de profil? Faire comme, d'après moi, cette personne-là, je pourrais miser sur le fait de l'augmentation salariale versus son poste qu'il y a là. Tu sais, c'est très difficile sur papier. Ouais. Et en fait, sur papier, on ne le sait jamais. Mais au téléphone, quand on rentre finalement dans l'aspect humain de la chose, c'est là qu'on peut vraiment avoir une meilleure lecture en fait, pourquoi qu'on se parle. Et c'est une question qu'on pose d'entrée de jeu. Pourquoi qu'on se parle? Et c'est là qu'on va chercher les leviers et qu'on peut, en fait, mettre en valeur le poste vis-à-vis ses besoins de la personne en conséquence. Je suis curieuse de savoir, moi qui viens un peu du monde de LinkedIn dans mon ancienne vie d'agence, encore aujourd'hui, mais c'était juste très présent avant. LinkedIn prend comment de place dans votre day-to-day de recrutement, de vente? Ça dépend, en fait. Moi, par exemple, j'ai un certain rôle marketing chez Fauve également. Alors, moi, je suis sur LinkedIn, je dirais plus que mes collègues, mais la majorité du temps, pour nous, en fait, c'est en appel de préqualif, surtout en entrevue. On prend énormément de temps en entrevue pour être sûr et certain que les candidats qu'on va présenter, c'est des bons candidats et des bonnes candidates. Et bien sûr, de rédiger nos fameux rapports de sélection pour justement mettre de l'avant les forces, faiblesses, motivation, rémunération des candidats en lice. Je dirais que c'est le due diligence qui prend plus de temps que le LinkedIn en tant que tel. Ouais. Fait que grossièrement, là, on parle des étapes, il y a un email ou un in-mail, possiblement. Parfois un cold call. De temps en temps, pour les rôles qui sont assez particuliers, assez difficiles. De temps en temps, le cold call fonctionne. Mais bon, pour la petite parenthèse là-dessus, par contre, ça dépend de la génération. Les milléniaux, les Gen Z, par exemple, déjà qu'on n'appelle pas nos amis au téléphone, on n'aime pas se faire appeler par Bell ou même un chasseur de tête, même si c'est la meilleure opportunité au monde. Bien, ça peut être un élément, à un certain point, ça va être un élément peut-être différenciateur, justement. Potentiellement, parce que le mailing, par exemple, les lettres, là, c'est quand même une stratégie marketing qui est très plus utilisée, mais tu reçois une lettre à ton nom dans une enveloppe noire, c'est sûr que tu la lis. Là. Ben oui. Fait que... Et puis finalement, c'est un 2 pour 1 pizza. Oui, exact. Fait que, mettons, on résume, il y a le in-mail, email ou cold call, la première approche. Après ça, le premier but, c'est d'emmener la personne à lui parler de vive voix, c'est ça? Exact. Puis après ça, c'est comme à ce moment-là que ça se décide de est-ce qu'on rentre en processus d'entrevue, de préqualification et tout ça? Souvent, en fait, en fonction des conversations, si on trouve ça pertinent, et nous, en fait, on a des suivis à tous les semaines avec nos clients, que ça va bien ou que ça va mal. En fait, on va prévalider avec les clients, voir si c'est des candidatures qui pourraient être intéressantes. Et puis à la suite, pour ne pas gaspiller le temps non plus des candidatures, on prend le temps de l'entrevue. On fait l'heure et demie pour vraiment creuser et ensuite présenter en conséquence. J'imagine que c'est un processus qui est quand même relativement long. Tantôt, tu parlais de test psychométrique et tout ça. Oui. As-tu une idée, après le processus, dépendamment du client, j'imagine, dans le fond, ça varie. Ça dépend, hein? Ça prend le temps que ça prend. C'est sûr que des rôles, par exemple, les rôles en développement des affaires, les vendeurs, par exemple, les directeurs des ventes, ils ont tendance à être très généreux avec leur temps. Parce que pour eux, c'est du réseautage, c'est peut-être un client futur. Alors, on a tendance à mener à bien ces mandats-là plus rapidement, mettons, dans une optique de 8 semaines. Par contre, un rôle de direction des finances, un rôle en vice-président de l'ingénierie, par exemple, quelqu'un qui est peut-être
un peu moins propices à être sur les médias sociaux ou à prendre le temps. Ça, des fois, ça peut prendre 12 semaines, même plus. En toute franchise, le mandat le plus long que j'ai fait, ça a pris 1 an. On a essayé, on a Pour été un très... poste? Un poste. On était extrêmement résilient et on est arrivé. Et je peux te dire que la cliente était extrêmement contente, Très bon fit. malgré le fait que, bon, ça a pris 1 an. Ouais. Ben, des fois, c'est ça. T'es mieux de prendre plus longtemps puis d'avoir la bonne personne que d'avoir la mauvaise personne dans Oui. les mauvais souliers, là. Exactement. Donc, puis, comment tu vois l'avenir un peu du recrutement, là? Toi qui es plongé tout le temps dedans, là, pour les pénuries de main-d'œuvre, là, il y a un petit ralentissement, je pense, là, en ce moment, pour la banque. Oui. En tout cas, c'est ce que j'entends beaucoup. Fait que Très ça veut dire sectoriel. Ouais, c'est ça. Oui, ça dépend du secteur. Euh, je pense qu'on on va vraiment se départir du haut volume, des messages qui sont pas forcément personnels et je pense que pour trop longtemps, ça a été des messages automatisés sans prendre en compte la personne, ce qu'ils sont comme êtres humains. Et je pense que il est temps que, en fait, on prenne le temps. Ben, Parce juste que voici pourquoi je te contacte, ça fait de faire une méchante différence. Là. absolument, et ça prend beaucoup de temps à faire ça. Bien faire le tri, mais ça fait la différence et je pense qu'en fin de compte, ça va être de faire ce virage-là dans l'industrie, ça va être au bénéfice de tout le monde et surtout au bénéfice de la réputation de chasseur de tête parce que, en fait, tout le monde peut se dire chasseur de tête. Il n'y a aucune barrière à l'entrée. Tu peux vendre des chars un jour et la prochaine journée, tu prétends être chasseur de tête. Hein? Alors, je pense qu'il faut vraiment faire attention à l'être humain de l'autre bord de la ligne, mais aussi prendre en compte que le futur de l'entreprise, de nos clients, souvent les rôles de direction ne sont pas en péril, là, mais c'est quelque chose à considérer dans tout processus. Au bout de la ligne, tu sais, vous voulez rendre les deux parties heureux, là, fait que c'est un match, là, c'est un Tinder un Tinder du monde des RH. Là, effectivement, ouais. Au niveau de la diversité, c'est un sujet qui est super important en ce moment. Ouais. Comment vous voyez ça au sein de Fauve? C'est une très bonne question. D'entrée de jeu, on n'est pas expert. On prétend pas être expert là-dessus. C'est sûr que, et nous on fait à l'heure actuelle, et on a beaucoup de clients qui font ça aussi, il faut prendre le temps d'analyser l'état actuel d'une business. C'est sûr que de devenir une entreprise qui ressemble plus à la société dans laquelle elle opère, ça prend du temps, mais il faut analyser l'état actuel, à quoi ça ressemble, nos démographies, les personnes ils viennent d'où, pour mettre des critères en fait en place. Pas forcément des quotas, parce que sinon je pense qu'on rentre dans un terrain un peu difficile, un peu challengeant, qui est au bénéfice de personnes. Mais en fait, pour faire en sorte que la diversité d'expérience et en conséquence la diversité visuelle ou non visuelle devienne la priorité au sein de l'entreprise. Je pense que c'est quelque chose on va tous avoir de l'éducation. On a tous besoin d'être éduqués en permanence. Il y a des mises à jour à faire. Ouais. C'est important qu'on se reste. Comme n'importe quel rôle, secteur, industrie, c'est en changement continu. L'EDI, c'est pareil. Excellent, super. Puis on va terminer avec la petite question un petit peu plus farfelue, qui était un petit challenge, là, je le sais. Si vous organisiez une petite chasse au trésor mondiale chez Fauve ou avec vos clients là, pour dénicher des candidats, ça ressemblerait à quoi? En fait, ça serait pas une chasse au trésor. OK. Ça serait pas à travers Changer le monde. la question. Oui, en fait, je change complètement la question. En fait, innovation. Nous, ce qu'on a trouvé, c'est que les acteurs de changement, les meilleurs talents qu'on a l'occasion de courtoyer dans nos discussions, que ce soit clients ou candidats, c'est ceux qui opèrent en toute simplicité. C'est-à-dire qui, en 3-4 mots ou moins, sont capables, en fait, d'expliquer c'est quoi leur business. Et c'est vraiment ça, pour moi, en tout cas, qui fait la différence entre quelqu'un qui est quelqu'un d'assez moyen, si tu veux, comme professionnel, mais quelqu'un qui est exceptionnel. C'est une très bonne réponse. Merci beaucoup de t'avoir joint à nous pour l'épisode. Je suis super contente de t'avoir reçu. C'était bien le fun. Merci. Salut Simon. Salut Maude. Ça va bien? Ça va bien toi? Oui. Écoute, très heureuse de te recevoir aujourd'hui sur le podcast Apéro RH. Merci d'avoir accepté mon invitation à participer. Non, super content d'être là. Très content de pouvoir jaser de
de sujet d'attraction de talent avec toi. Oui, on va parler aujourd'hui d'attirer des candidats, des postes pour des postes cadres, directeurs et tout ça, là, donc pas juste nécessairement cadres, mais des postes un petit peu plus difficiles à trouver sur le marché, on va dire, en ce moment. Mais avant, en entrée de jeu, c'est possible juste de te présenter aussi Danone, parce que tout le monde associe souvent ça au yogourt, mais c'est pas que ça. Je pense que ça serait important de le préciser d'entrée de jeu. Ouais, ben merci. Tout d'abord, je suis directeur RH chez Danone. En fait, moi, mon scope, c'est que je m'occupe de tout ce qui est talent, formation et culture. Puis dans talent, nous, on a autant la gestion de talent, mais autant l'acquisition de talent. Désolé, ça se peut que j'utilise un petit peu dans... On utilise tout le temps d'anglicisme, il n'y a vraiment pas de problème. Et donc, ça fait un peu plus de 7 ans que j'ai joint Danone. Ça fait 2 ans que je suis dans ces fonctions-là. Voilà. Puis Danone, si je peux parler de Danone, Danone, c'est mondial. Mais nous, on a une unité d'affaires qui s'appelle Danone Canada. Puis chez Danone Canada, en fait, comme tu dis, il n'y a pas juste le yogourt. Tout le monde connaît Danone beaucoup, surtout à Montréal. Connaît beaucoup Danone pour ses yogourts. Sauf qu'on est bien plus que ça. On a 3 différentes catégories. Nous, chez nous, de produits, on a les yogourts. Donc, tout ce qui est produits laitiers. On a ce qui est produit à base de plantes. Donc, la marque Silk, par exemple. Tout ce qui est laits végétaux. On a des desserts glacés sur la marque So Delicious. Et on a une autre catégorie qu'on appelle, j'allais juste en anglais dans la tête, mais Beverage Creation. Mm-hmm. Puis en fait, c'est toutes les alternatives un peu pour, je pourrais dire, pimenter tout ce que tu bois. Par exemple, on a des crèmes à café, donc les crèmes à café International Delight, que j'ai vu d'ailleurs ici. Oui. Donc ça, ça appartient à Danone, en fait, c'est nous, c'est notre marque. On a des crèmes à café Silk, on a tout ce qui est, on appelle ça du cold brew coffee, fait que le café infusé à froid, c'est la marque Stoke qu'on a au Canada. Et finalement, la marque Evian, l'eau embouteillée, ça appartient à Danone aussi. Donc, ça fait partie, en fait, de tous les produits qu'on a chez Danone Canada. Ah, bon, ben écoute, j'en apprends aujourd'hui, d'ailleurs, avec ce que j'ai dans mon propre frigo au bureau. C'est souvent ça que les candidats nous disent, justement. Oui, c'est ça. Ils sont surpris du nombre de brands qu'on a sous la même entité. Parle-moi de ça, justement, là, on va rentrer dans le vif du sujet. Les candidats, qu'est-ce que vous faites, tu dirais, chez Danone qui vous différencie un petit peu sur le marché par rapport à quand vous êtes en processus de recrutement, en fait? Oui. C'est drôle, hein, parce qu'avant de m'en venir, j'essayais de penser à ça, justement. Mm-hmm. Puis j'ai contacté certains collègues pour dire, hey, comme si tu avais une phrase à me dire, comme qu'est-ce qui fait qu'on est capable d'attirer des bons candidats chez Danone? Parce que, honnêtement, on n'a pas vraiment d'enjeu à attirer des candidats. Puis en fait, la réponse de plusieurs personnes de mon équipe, c'était la culture. Donc, en fait, la culture, puis tout ce qu'on offre également aux employés. Fait que, on a une culture super forte chez Danone avec des valeurs qui sont humanistes, ouverture, proximité, enthousiasme. Et ces valeurs-là, en fait, sont vraiment vécues. Tu sais, c'est pas juste une affaire qui sont sur le mur, c'est qu'ils sont vraiment vécues. C'est-à-dire, dans mon équipe, quand les recruteurs appellent le candidat, bien, tout de suite, il est capable de sentir Danone c'est quoi, puis aussitôt, on est capable de l'accrocher. On est capable de l'accrocher comme ça, puis qu'il veut en savoir plus, puis qu'il veut, oui, intégrer le processus de recrutement, il veut rencontrer d'autres personnes. Fait que je te dirais que notre culture, là, je pense que... Comme un aimant, un peu? C'est comme un aimant, oui, exactement, qui fait en sorte que aussitôt qu'il y a un candidat, tu sais, il n'est pas sûr, il applique chez Danone, puis il connaît un peu Danone à cause des yogourts ou à cause de la marque Silk, mais il est comme pas certain de ça veut dire quoi. Puis là, aussitôt qu'il rentre dans le processus, ben là, il est comme flabbergasté, puis il a le goût d'embarquer, puis il a le goût de travailler chez nous, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il entend. Puis tu sais, l'autre chose aussi, je pense, c'est que, tu sais, je serais menteur de vous dire qu'on fait plein d'affaires sur les réseaux sociaux. Honnêtement, on n'est pas sur des grandes plateformes. On fait du LinkedIn en ce moment, puis sur LinkedIn, c'est très limité ce qu'on fait en termes de marque employeur, là. Donc, en fait, c'est ça, c'est qu'on n'a pas de grande stratégie parce qu'on a tellement une belle notoriété déjà qui est là. Puis le fait qu'on est dans l'agroalimentaire aussi, je pense, on a des belles marques. Fait que, tu sais, les gens connaissent nos marques. Les gens vont s'intéresser à travailler pour quelque chose aussi qui a un meaning pour eux. On fait des produits santé, on vend des produits santé. On est très axé sur l'environnement puis sur ce qu'on peut apporter à la société en général. Fait que c'est tous des petits trucs comme ça, des valeurs qui vont chercher les gens, qui font en sorte que j'ai pas besoin de publicité tant que ça. Les gens vont sur notre site Internet puis ils ont déjà le goût puis envie de venir travailler chez nous.
Il y a beaucoup de gens, justement, des entreprises, en fait, qui cherchent à recruter des postes cadres en ce moment, entre autres, ou dans du cadre, mais comme je disais, en entrée de jeu, on met tout là-dedans, un petit peu les postes de direction en haut. De votre côté, est-ce que je comprends, c'est que vous n'avez pas nécessairement besoin de faire énormément de recrutement en termes de... C'est quoi les stratégies que vous faites de recrutement pour attirer les candidats? Ça se fait pas mal toute seule? Honnêtement, ben c'est sûr que, tu sais, on met ça sur des sites spécifiques, des fois Internet. Je te donne un exemple. Si on recrute quelqu'un en finance, ben on va probablement afficher sur des sites tels que le CPA, tels que, tu sais, on va quand même aller chercher une certaine niche, mais j'ai pas besoin de faire un gros power pour mes postes pour avoir de la belle candidature. Tu sais, exemple, il y a environ 2 semaines, on a affiché un poste de brand manager en marketing. Comme les marketeurs veulent tout venir travailler chez Danone. C'est comme les marques qu'on vend, les marques qu'on a, c'est super intéressant pour eux. J'ai tellement d'applications que la seule chose que j'ai eu à faire, c'est afficher le poste. Puis j'ai eu une panoplie d'applications, puis on a des super beaux candidats là, à présenter aux gestionnaires. Fait qu'il y a ça qui est là, qui est naturel pour nous, qu'on a déjà, puis qu'on fait juste en fait leverager justement à travers notre processus de recrutement. C'est une belle réussite. Félicitations à toi et à toute l'équipe aussi de Danone pour ça, parce que c'est pas toutes les entreprises, entre guillemets, qui ont cette chance-là, entre autres, mais vous créez votre propre chance en même temps, puis c'est ça qu'on va aborder un peu aujourd'hui. Comment vous faites pour que dans le processus de recrutement, dès que ça commence, le premier coup de fil, tu dis que le candidat sent déjà toutes les valeurs, le côté humain, comment vous le faites transparaître ça à travers un coup de fil téléphonique? C'est une super bonne question parce que quand j'ai pris mon poste, je me demandais la même question justement parce que c'était le feedback qu'on a des candidats, tu sais. Aussitôt que j'ai parlé à telle personne, tu sais, j'ai voulu en apprendre plus sur Danone. En fait, comme je disais tantôt, c'est que mon but, moi, c'est que le recruteur, quand il parle au candidat, ben qu'il incarne Danone, en fait. Tu sais, là, quand je dis qu'il incarne Danone, c'est qu'il incarne notre culture, qu'il incarne nos valeurs. Puis on a tellement des valeurs people chez Danone qui sont axées sur l'humain que veux pas, quand tu rentres en contact avec nos recruteurs, tu sens tout de suite ça. L'aspect côté très humain, côté très proximité avec les gens. Tu sais, exemple, nous autres, on tutoie les gens direct quand on les appelle, peu importe l'âge, peu importe peu importe d'où ce que tu viens. Nous, en partant, c'est le tutoiement. Ça ajoute pour nous une certaine proximité qu'on veut avec le candidat, qu'on est capable d'aller chercher. Mais en fait, nous, nos recruteurs sont vraiment moyens, en fait, de démontrer les valeurs de Danone direct en partant. Puis, on parle souvent aussi de certains perks qu'on a, certains avantages qu'on offre aux employés qui nous différencient d'ailleurs, qui fait en sorte qu'on est capable d'aller chercher l'intérêt du candidat assez rapidement. Comme quoi? Comme quoi. Fait que, tu sais, exemple... tu sais, on est post-pandémie aujourd'hui, puis toutes les entreprises, en fait, en ce moment, puis c'est pas pour bâcher sur aucune entreprise, mais toutes les entreprises, en ce moment, ils disent qu'ils ont un mode de travail hybride, exemple. Mais pour eux, un modèle hybride, ça veut dire 3 jours obligatoires au bureau, puis il faut que tu sélectionnes tes journées, etc. Nous, on est vraiment dans un modèle flexibilité totale. Puis on sait que c'est ça. Puis en fait, nous, notre but aussi, c'est de s'assurer qu'on est au courant de ce que le marché recherche au niveau des candidats. Puis ça, on le sait que c'est un gros avantage qu'on a versus d'autres organisations. C'est-à-dire que nous, là, la flexibilité, chez nous, elle est vraiment à 100% dans les mains de l'employé. On n'a pas de journée obligatoire au bureau. Oui, des fois, on a des meetings qu'on dit « ça, on le fait au bureau ». Mais on n'a pas de journée dans la semaine. Fait que tu peux travailler des fois 5 jours de la semaine chez toi, tu peux travailler 3 jours au bureau la semaine suivante. Donc, il n'y a pas d'horaire fixe au bureau. Puis aussi, bien, on a une politique qu'on appelle une politique de congé flexible, que ça aussi qui est attirant pour beaucoup de candidats. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, c'est que l'employé est responsable de son temps, l'employé est responsable. Tant qu'il livre les résultats à la fin, nous, c'est ça qui est important. Ce qui fait en sorte que la politique de congé flexible, ce qu'elle fait, c'est que tu as besoin d'un vendredi de congé de plus, ben, tu prends ton vendredi de congé. Donc, il n'y a pas de maximum de congés ou de vacances que tu prends par année. C'est vraiment à toi à gérer ton horaire. Fait que tu gères ton horaire de quand est-ce que tu travailles, de quand est-ce que tu viens au bureau, de quand est-ce que tu prends congé. Puis ça, on sait que c'est un gros atout qu'on a. En plus, dans le milieu agroalimentaire, où on n'est pas 24/7, mais on a quand même beaucoup de réactionnels à gérer, puis on est capable de le faire. Fait que c'est un gros avantage qu'on a, puis que le candidat, en général, accroche assez rapidement. Il y a plein d'autres perks qu'on pourrait aborder aussi, si tu veux. Mais tu sais, ça, pour moi, c'est un où on se différencie vraiment bien comparativement à d'autres organisations, qui est attirant pour un candidat.
Il y a souvent le questionnement de culture d'entreprise versus télétravail, que c'est difficile de la faire vivre à travers le télétravail. Ouais. Puis là, vous parlez, tu me parles qu'une culture d'entreprise est très forte. Comment vous la faites vivre à la maison? Super bonne question, en fait. On a énormément d'événements avec nos employés chez Danone, autant en personne que autant en virtuel. Ces événements-là, là, ça peut être sur plein de sujets différents. Tu sais, des fois, c'est un employé qui a le goût de partager quelque chose sur tel élément de la diversité. Ben, on va se mettre une petite équipe ensemble, on va monter un contenu, puis on va booker tout le monde de chez Danone Canada pour venir assister à ça en ligne, par exemple. Demain, tu vois, on a la journée Danone qui se célèbre à travers le monde tout en même temps. Donc, la journée Danone, en fait, là, elle va se faire en personne pour une première fois depuis la COVID, où ce qu'on est tous réunis ensemble, on célèbre Danone, on célèbre la performance de Danone. Fait que plein d'événements, autant business que autant axés sur la diversité pour rendre les gens plus connaissants de certains aspects, autant des événements plus de leadership, autant des événements juste où ce que tu vas parler, où ce que c'est une discussion ouverte avec le président. Fait que, dans tout ce que je te dis, tu entends aussi le people, là, beaucoup, mais on a énormément d'événements qui font soit en personne ou soit en virtuel, ce qui fait en sorte qu'on est vraiment capable de garder cette proximité-là qu'on veut garder entre nos gens. Puis tu sais, souvent, quand on en parle aux candidats, justement, ben, tu sais, c'est quelque chose que je crois fondamentalement que chez Danone, on fait vraiment bien, puis qu'on fait vraiment de plus, je pense, qu'ailleurs. Là, on en a vraiment beaucoup d'événements comme ça. Ce qui fait en sorte que ça accroche les candidats souvent parce qu'ils voient ils sont capables de voir, en fait, ce que Danone met en place pour ses employés juste avec ces petits événements-là. Opérationnellement parlant, dans une grosse organisation, quelqu'un qui dit « Moi, je veux parler de tel sujet », comment ça se transige dans la personne a l'idée, puis justement, est-ce que ça se rend à un événement qui va se passer, parce que c'est quand même, dans une grosse organisation, souvent difficile à gérer. Là. Une boîte à suggestions, je pense plus vraiment qu'il y a ça. Non, c'est plus la mode, en effet. En fait, chez Danone, on a des différents... on a des Employee Resource Groups, des groupes ressources aux employés. Donc, en fait, ces groupes-là sont focusés, exemple, sur une partie de la population qui est diversifiée. Fait qu'exemple, on a un groupe qui s'appelle LIF, c'est... j'essaie de me souvenir de vraiment l'abréviation, mais bref, c'est un groupe qui est pour les femmes en leadership chez Danone. Okay? Fait que ça, c'est un groupe qui sont ensemble qui organisent des activités chez Danone. On a un groupe qui est BIPOC, fait que c'est Black and Indigenous People of Color. Fait que ça, c'est un groupe encore là qui font des trucs pour chez Danone. On a le Pride ERG aussi. Fait qu'on a comme plein de petits groupes comme ça qui se mettent ensemble, qui organisent des événements. On a aussi RH, à chaque corps, on a ce qu'on appelle les journées du développement. Fait que les journées du développement, en fait, c'est des événements où on offre des sessions de formation aux gens. Puis des fois, c'est très éducatif, genre quasiment informel. Puis des fois, c'est vraiment plus situationnel où ce qu'on fait des situations puis on demande aux gens de travailler pendant les formations. Mais fait que, ça va arriver que les gens vont venir nous voir pour dire « Hey, j'ai resté là pour le prochain » parce qu'ils savent que ça s'en vient, c'est à chaque corps. Fait qu'on a plein de petites instances comme ça. On a des monthly à chaque mois de tout Danone Canada ensemble où on se dit des fois « Ah, on a l'opportunité de parler de ça à ce moment-là. » Fait qu'il y a beaucoup de moments où on est tous ensemble pour un employé qui dit « Moi, j'aurais le goût de parler de ça, puis je pense qu'il y a une valeur à le faire. » Ah, c'est très versant de savoir ça, merci. Puis le côté, justement, là, tantôt, on parlait de télétravail, tout ça. Le télétravail, il y a des gens, ça vous permet d'aller recruter plus loin aussi, mais quand il y a des événements en personne, est-ce que ces gens-là peuvent tous se regrouper quand même ensemble? Y a-t-il une distance de recrutement que vous mettez en... Sachant que vous avez un événement par mois, avez-vous une distance de recrutement, mettons? Oui. Fait que là-dessus, en fait, on a eu beaucoup de discussions dans les dernières années, justement, parce qu'on est comme, hey, la COVID nous ouvre la porte à justement aller partout au Canada, si on veut, même dans un autre pays. Puis, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, en fait, il y a quand même des événements qui se passent au bureau, je veux pas. Fait qu'il y a quand même des événements, exemple, que j'ai besoin de faire un workshop avec mes employés, ben il faut qu'on se fasse au bureau. Puis est-ce que j'ai le goût de payer à chaque fois, tu sais, tout le voyagement pour ça? Peut-être pas. Fait que tout ça étant dit, on a des gens qui sont à l'extérieur de... On a 2 bureaux principaux chez Danone. On a un à Boucherville, sur la rive sud de Montréal, puis on a un à Toronto. Fait qu'on a comme 2 hubs, si on veut, où c'est là qu'on recrute le plus. Puis notre mot d'ordre, c'est recrutons le plus possible dans ces hubs-là. Après ça, on a des clients, nous, dans l'Ouest canadien, par exemple. Fait que j'ai des gens qui sont basés dans l'Ouest canadien parce que les clients sont plus proches de là. Sinon, en général, puis j'ai des gens sur la route en vente aussi, que ça, on engage un peu partout, mais
Mais en général, sinon, on va vraiment se focusser dans dans nos 2 hubs. Puis honnêtement aussi, tu sais, même stratégie aussi d'attirer des talents, c'est plus facile, je trouve, quand tu es focusé à certaines places plutôt que all over parce que quand tu veux faire des activations, c'est plus facile quand c'est un peu plus dans un secteur précis versus à travers le Canada. Non, définitivement. Fait on a comme deux bureaux principaux. On a des gens aussi un peu dans l'Ouest. Mais puis, tu sais, à Toronto, il ne faut pas oublier que la majeure partie des CPG, de notre industrie, en fait, agroalimentaire, les bureaux chefs du Canada sont là. Fait que on a un gros pool de talent qui est disponible là aussi, facilement accessible. Ton type de candidat, le type de candidat plutôt que vous recrutez, c'est quand même des candidats qui se font beaucoup solliciter souvent sur leur propre LinkedIn, même s'ils sont en poste, les chasseurs de tête ou peu importe quel autre recruteur à l'interne peut venir essayer d'aller chercher ce talent-là. Ouais. Qu'est-ce que vous faites pour être sûr que vous ne pouvez pas aller dans le compte LinkedIn de la personne, mais au niveau de la fidélisation des employés, parce que c'est bien beau le onboarding, tout ça, mais tu as nommé beaucoup de choses, j'imagine, qui doivent aider pour la fidélisation, mais y a-t-il des méthodes qui sont mises en place vraiment pour ce côté fidélisation-là? Tu parles un coup qui sont engagés. Exact, oui. Ouais. En fait, tu m'as fait penser à quelque chose. Ouais. C'est juste pour quand on attire des candidats aussi, par exemple, sur LinkedIn, le feedback des candidats qu'on a souvent, c'est que moi, mettons, les recruteurs qui sont dans mon équipe, ben ils vont aller avec un message très personnalisé. Fait que juste ça, le fait qu'ils prennent le temps de faire un message personnalisé versus... Tu sais, moi, j'en reçois plein. Tu dois en recevoir aussi, toi, des chasseurs de tête ou autres. Des fois, c'est un message très général, puis des fois, même, ils se trompent dans ton nom parce qu'ils font juste un copier-coller. Ouais. Tu sais, tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt, c'est vraiment juste comme, OK, j'ai besoin de filer, tandis que nous, c'est vraiment personnalisé. Fait qu'on est capable d'aller chercher l'attention du candidat vraiment plus facile, puis tu sais, notre response rate sur LinkedIn, il est vraiment plus haut que l'industrie. Fait que ça, c'est positif pour nous. Après ça, pour la fidélisation des employés, tu sais, nous, c'est sûr que comme beaucoup d'organisations, en fait, il y a des sondages annuels qui nous permettent de voir l'engagement des employés, tu sais, ce qui va bien, ce qui va un petit peu moins bien. On essaie d'ajuster ça. Puis, autre chose, c'est que on vient tout juste de faire je vais le dire dans un mot, dans une phrase que les gens vont comprendre, parce que j'ai des terminologies d'Anna dans ma tête. Mais en fait, on vient de faire un livre pour tous les avantages sociaux des Danonneurs. On l'appelle les Danonneurs. Les employés chez Danone. Nous, chez Wavency, c'est les Wavensiens. Okay, j'aime ça, savoir que vous avez ça. Puis, tu sais, c'est à peu près, je pense qu'il y a quasiment 75 pages. Puis chaque page, c'est un avantage social, là, tu sais. Là. Ah, wow. Fait que, tu sais, autant que ça peut être un petit avantage, mais autant que c'est les assurances, les REER, etc. Mais ça te donne un aperçu à quel point on a une grosse offre pour nos employés. Fait que, tu sais, tout le monde est capable de trouver un peu ce qu'il y a de besoin dans les avantages qu'on peut offrir. J'imagine aussi, à un moment donné, j'avais entendu ça à plusieurs reprises, les gens, ils oublient les avantages qu'ils ont dans la propre entreprise, parce que des fois, il y en a tellement que... Est-ce que vous les rappelez? Est-ce que vous encouragez à relire le livre pour juste que les gens soient comme « Hey, t'as ça aussi que tu peux utiliser? » Ouais, super bonne question, parce qu'en effet, hein, tu sais, tu t'attends pas à ce que les employés le lisent à tout le temps. Non, c'est ça, c'est pas leur lecture de chevet, là. Puis ça arrive souvent que les employés vont au RH comme « Hey, ça, mais oui, mais on a ça qui est disponible. » Tu sais, fait qu'en effet, on n'est pas encore super hot là-dessus, là, pour être honnête. On sait qu'on a du travail à faire justement de répéter. C'est que vous en avez beaucoup aussi. Exact. C'est un beau problème. Oui, c'est un beau problème qu'on a, mais on a un travail à faire à comment qu'on communique mieux avec nos employés toutes ces belles affaires-là qu'on fait chez Danone pour qu'ils s'en rappellent, qu'ils les utilisent, puis que aussi ça les fidélise encore plus, tu sais, dans le sens qu'il y a plein... à un moment donné, je pense que l'année passée qu'on avait commencé à faire ça. Chaque équipe a leur mensuel, leur meeting d'équipe. Ouais. Puis où ce qu'on faisait comme saviez-vous que, là, puis on rappelait certains avantages qu'on sait qui est peut-être un peu moins connu, mais qui sont vraiment nice et avantageux pour les employés. Mais on a du travail à faire sur le répéter, le communiquer mieux. C'est bien fait, mais il y en a tellement qu'il faut trouver une meilleure façon. Je vois que c'est plus d'entreprises qui le font à travers leurs propres réseaux sociaux, quand leurs réseaux sociaux sont vraiment axés recrutement, là, au final, et non consommateurs, parce que tout le temps, ça, à un moment donné, oui, on veut faire du recrutement sur les réseaux sociaux, mais on a aussi le consommateur à intéresser avec les produits. Il y a des gens qui l'utilisent vraiment que pour se rappeler les avantages sociaux, puis ça fait aussi que l'employé vient
partager des fois certains avantages qu'ils ont dans leur réseau à eux, fait que ça crée boule de neige un petit peu, fait que ça peut être Ouais, cool puis de faire en fait, ton point, il est bon. Tu sais, en fait, ce qu'on travaille actuellement, puis c'est pas encore live, mais ça va l'être en 2024. peut-être quand l'épisode va être publié. Ah non, en Un petit 2024, peu non. plus tard, peut-être, là, mais tu sais, c'est ça. C'est justement qu'est-ce qu'on travaille, c'est... On identifie justement, tu sais, les messages qu'on voulait qu'ils soient vraiment clairs à l'externe, qu'on voulait absolument qu'ils soient passés à l'externe. Dont, tu sais, comme je te parlais du travail flexible, hybride, mais tu sais, pour nous, ça, c'est un gros différenciateur qu'on veut mettre de l'avant. Puis justement, on veut mettre les employés de l'avant pour le montrer, tu sais. Fait qu'on on a une certaine campagne qui s'en vient, qu'on veut mettre ça de l'avant. Pas, encore là, c'est pas nécessairement... C'est pour aller chercher un encore plus grand bassin de candidats qui vont vouloir chercher ça puis qui savaient pas que Danone faisait ça, dans le fond. Non. Puis là, si on finissait, ben j'en ai une autre question, là, mais la petite question de farfelue, elle va attendre. Si on finit, mettons les 3-4 mots d'ordre là, pour tout ce qui est attraction talent pour le côté post-cadre, là, si tu avais 3 clés de la réussite un petit peu, là, moi, je les ai un peu en tête parce qu'on en a parlé, mais ça ressemblerait à quoi? Ben, en fait, c'est... Il n'y a pas de recette magique, là? Non, il n'y a pas de recette magique, mais tu sais, pour nous, en fait, c'est de s'assurer que qu'est-ce qu'on vend au candidat, c'est vrai, puis c'est authentique. Ça revient beaucoup dans l'apéro RH cette année, ça. Ouais. Ben, je dirais réseaux sociaux, recrutement international quand même, mais authenticité, puis de pas oversell un poste, là, c'est quelque chose que presque tous les invités ont parlé, là. Ouais, tu sais, de pas oversell un poste, puis tu sais, c'est pas parce que ton candidat, tu penses qu'il va être vraiment bon parce qu'il a des super belles compétences qu'il faut absolument qu'il vienne s'il est pas... s'il veut pas adhérer à Danone, tu sais, dans le sens que tu peux y offrir ce qu'il veut, fit en premier. ben nous, il va partir après de toute façon. Fait que nous, vraiment, tu sais, d'être vraiment authentique puis de dire tu sais, de s'assurer que le candidat, ce qu'il reçoit comme information, c'est de la vraie information, puis c'est de la bonne. Ça, c'est un. Tu parlais de réseaux sociaux, puis tu sais, international, j'ai pas besoin d'aller à l'international. Mais pas vrai. Des fois, on a un gros réseau Danone international, fait que ça se peut qu'il y a des fois certains postes que, il y a peut-être telle compétence qui est disponible à telle place dans le monde, y a-t-il un Danoneur qui voudrait venir chez nous? Mais j'ai pas besoin de faire autre recrutement à l'externe parce que j'ai une belle notoriété puis j'ai beaucoup de candidats. Puis les réseaux sociaux, on va commencer tranquillement aussi. Fait que je pense que ça, surtout avec la nouvelle génération là, qui rentre sur le marché du travail, je pense que c'est un incontournable. Fait que je pense que c'est pour ça qu'on le fait aussi, c'est un incontournable, puis on le sait que si on le fait pas, on va peut-être manquer le bateau. Mais fait qu'on va le mettre en place. Mais il y avait... tu sais, en fait, c'est que... Comment je peux dire ça? C'est dans qu'est-ce que tu vends au candidat aussi. Tu sais, oui, il y a ce que tu es vrai, mais tu sais, nous, moi, je pense que ce qu'on a, c'est vraiment adressé aux besoins du marché et aux besoins de ce que le candidat recherche. Fait qu'on a fait des changements à l'interne, tu sais, pour s'assurer que, ben maintenant, la réalité du marché, c'est rendu ça. Fait que si on veut attirer ces candidats-là, ben notre approche, elle doit changer sur certains aspects. Fait que je suis pas sûr que c'est toutes les organisations qui le font. Tu sais, je pense que cette agilité-là, c'est plus rare dans les grandes organisations, en fait, que les gens doivent aimer ça, parce que des fois, c'est comment je vais dans une grande organisation, à chaque fois, je vais vouloir faire un petit changement, ça va prendre des années. Peut-être le fait de montrer que vous êtes vraiment à jour, ça fait peut-être une différence aussi du côté qu'ils sont agiles. On peut, comme, je vais peut-être pouvoir... je pense que oui, tu sais, je pense que oui, puis le mindset, tu sais, en ce moment, dans les dernières années, ça a tellement changé là, au niveau, tu sais, vous faites un podcast en ce moment là-dessus, c'est pas pour rien, c'est qu'il y a un intérêt à aller chercher des trucs. Puis... c'est que je pense que les organisations ne font pas assez ça, tu sais, se reposer les questions de mon processus de recrutement, il est-tu correct encore? Ce que le candidat il recherche, c'est capable d'y offrir ou finalement, je peux juste l'offrir à 20% des candidats qui... Fait que, tu sais, parce que, en fait, fun fact, mais avec la COVID, suivant la COVID, en fait, les salaires ont comme explosé. Les demandes des candidats, là, c'est venu genre... Comme, ça a commencé à sortir de partout, on est comme, mais voyons, genre, ça n'a pas de bon sens, tu sais, puis des fois, c'était des 20, 30, 40% de plus que qu'est-ce qu'on était prêt à mettre, c'est que les gens demandaient, puis on était comme, mais non, nous, on peut pas entrer dans une guerre comme ça, puis finalement, tu vois... C'était-tu une guerre contre l'inflation, une guerre contre les États-Unis, mettons, ou d'autres marchés? Non, je pense, en fait, c'était que les candidats se disaient, c'est ma chance de, comme... Je sais qu'il y a un marché tête. Ils s'essayaient plus. Oui, je sais qu'il y a un marché tête. Je sais que je vais avoir 3 offres en même temps. Fait que ma valeur doit être tant. Donc, je vais demander ça, tu sais, parce que si c'est pas A qui me le donne, ben B, il va probablement me le donner. Mais nous, on n'est pas rentré. Tu sais, souvent, on avait des candidats qui disaient, mais tu sais, sais-tu, il y a telle entreprise, genre, j'ai une autre offre, puis on m'offre tant. On est comme, OK, ben, gars, c'est ton choix. Puis finalement, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'avec tout ce qu'on avait à offrir, c'est que, tu sais, le salaire, on le sait, oui, c'est quelque chose pour faire attirer les candidats, mais
Mais quand ils ont tous vu le reste... Ben, il y a peut-être d'autres avantages qui fait baisser la facture. Exactement, aussi. exactement. Fait que, fait que finalement, le salaire, c'était pas... Tu sais, on était toujours capable de closer nos candidats, malgré que ces attentes salariales étaient plus hautes, mettons. OK, mais ça fait du sens par rapport aux avantages. Hein. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, excuse-moi, c'était quoi ta question? Ben, c'était comme 3 piliers, Ah oui. 3 conseils, la culture, ben, authenticité, agilité. Ouais. Puis autre chose, en fait, pour nous, ce qui est important, aussi, ce qu'on a travaillé beaucoup dans les 4-5 dernières années, c'est aussi notre notoriété sur le marché. Puis quand je dis notoriété, il y a des petits trucs qu'on fait plus que qu'est-ce qu'on faisait avant, c'est qu'on va chercher des certifications. Ou, tu sais, exemple, on fait partie des top 100 employers du Canada. On fait partie de ceux de Montréal. On a une association avec Pride at Work au Canada. On est certifié gouvernance au féminin. Fait qu'on a la certification paritaire Fait qu'on va chercher en fait des certifications comme ça qui font en sorte que d'autres gens qui parlent de nous, puis on a B Corp, là, je sais pas si tu es au courant c'est quoi B Corp, mais tu sais, pour une compagnie en agro, c'est quand même gros d'être B Corp, puis nous, on a cette certification-là. Ce qui fait en sorte que on parle de nous, on est à des places, puis tu sais, c'est pas nous qui est nécessairement obligé d'en parler. C'est ça, c'est juste qu'on est capable de démontrer avec cette certification-là que ce qu'on fait, ça a une grosse valeur. Fait que juste ça, pour nous, c'est un gros plus. Là, qu'on a. Puis tu sais, je t'en ai donné quelques-unes, mais il y en a des petites aussi qu'on va chercher. Mettons, à Toronto, je sais qu'on en a une aussi, plus marketing. Fait qu'on va chercher des certifications comme ça qui fait vraiment augmenter notre notoriété, puis qu'on est capable de vendre aux candidats. Tu sais, savais-tu qu'on fait partie des top 100 employers, puis voici ce que ça représente de faire partie de ce... Tu sais, on fait quand même partie des 100 meilleurs employeurs au Canada. Tu sais, il y en a beaucoup. Fait que, tu sais, c'est vraiment un gros levier pour nous de pas se vanter, mais tu sais, de dire qu'on remplit comme beaucoup de critères, on check beaucoup de critères pour faire partie de cette liste-là. Ben, ce qui est cool, c'est que les gens voient comme, mettons, qu'on va faire une analogie, ils voient le gâteau quand ils postulent, mais après ça, il y a plein de petites cerises qui se rajoutent, de choses qu'ils ne savaient pas, parce qu'on s'entend que si tu écrivais tout ça dans l'œuvre, ça serait beaucoup trop bondé. Mais j'imagine que même les gens, ça doivent faire comme 2 mois qu'ils sont là, puis qu'ils apprennent encore tout le temps, des 2, 3, 4 mois. Il y a tout le temps des surprises qui se rajoutent, des choses comme ça, qui apprennent au fur et à mesure. Exact. Ça rajoute aussi un prestige à l'offre, là, je trouve, là, à l'offre d'emploi. Je pense que oui. Que oui. Puis, tu sais, comme tu dis, justement, tu sais, c'est tous ces petits avantages-là que tu découvres au fur et à mesure, que tu es comme « Ah, c'est tellement cool, c'est tellement cool. » Tu sais, que tu reviens chez vous, puis tu en parles à d'autres mondes, puis tu en parles à tes amis, puis tu es comme « Hey, aujourd'hui, on a eu ça au travail. » ou « Hey, je savais pas, mais j'ai accès à Percopolis, j'ai des rabais partout. » Tu sais. As-tu beaucoup de références? Oui, ça, c'est un point... oui, on a quand même on a un beau programme de référencement aussi, c'est-à-dire que, tu sais, si tu réfères des gens, tu as une compensation pour. Puis ça marche super bien, puis, tu sais, c'est prouvé scientifiquement parlant que un programme de référencement, même si tu donnes l'argent au candidat, c'est ce qui te revient le moins cher parce que tu sais que ça a des candidats de qualité. Ouais. Fait qu'on a un beau programme de référencement, puis oui, en général, ça va quand même bien. J'ai pas le pourcentage total, là, mais qu'on a, qui fait partie de nos recrutements, mais tu sais, j'aurais tendance à dire un bon 10-15% de ce qu'on recrute, ça vient du programme de référencement. Fait que c'est super positif. Puis souvent, justement, c'est des bons candidats parce que c'est rare que tu vas référer quelqu'un en qui tu crois pas. Oui, aussi. Puis aussi l'aspect de, tu sais, l'employé en ce moment, c'est tes meilleurs ambassadeurs. Là, fait que c'est eux qui vont parler. C'est que ça fait 2-3 ans qu'ils parlent de Danone à leurs amis ou peu importe leur connaissance. Fait que... Oui, tout à fait. On va terminer avec la dernière petite question, plus ludique. Ouais. Si, par exemple, toute l'équipe de Danone Canada, là, ou mondiale, vas-y comme tu veux, avait à participer à une compétition, peu importe à quel type de compétition, ça ressemblerait à quel type de compétition? Il y a fait beaucoup de compétitions dans ma phrase, mais ça serait quel type de compétition? C'est drôle, c'est sûr que je pense qu'on utilise beaucoup l'analogie de sport là, pour... Danone, en fait... On gagne, tu sais, on gagne sur le marché, on gagne dans tout ce qu'on fait. On est leader dans les parts de marché, on est leader, tu sais, on est des leaders dans tout ce qui est sustainability, environnement, etc. Puis on veut continuer à être des leaders, je pense. Puis tout le monde s'aide à ça. En fait, tout le monde a la même ambition. Puis, tu sais, c'est pas rare que les gens vont dire « OK, gars, je vais venir t'aider. » là, comme, c'est pas dans mon score de travail, mais je vais venir t'aider. Fait que probablement, genre, une équipe de hockey, là, tu sais, où on se passe la puck, puis on score ensemble les buts, où ce que, tu sais, tout le monde fait partie de la solution, puis tout le monde a un rôle à jouer pour justement gagner. C'est drôle parce que je pense
je pense que c'est à notre VP marketing qui utilise toujours le hockey comme je pense qu'il y a une passion pour lui, le hockey, mais il utilise toujours le hockey pour parler des équipes, parler de l'équipe en général. Puis c'est ça, fait que j'aurais tendance à dire peut-être ça un petit peu, là, ça fait peut-être très typique, là, comme très canadien, comme C'est ça, très canadien. comme c'est comparaison, mais ouais, j'aurais tendance à dire ça. Excellent. Ben, écoute, merci beaucoup pour l'épisode. C'était super agréable de te recevoir aujourd'hui. Puis, t'avais-tu un petit mot de la fin? Ben non, mais gros merci de m'avoir invité. C'était super cool, puis c'est le fun de partager sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, puis sur ce qu'on pense du monde du recrutement. Excellent. Ben, merci, à la prochaine. Merci, salut!